on passe au dossier 3. C'est un dossier qui est également un dossier assez simple d'un point de vue clinique et radiologique, mais qui va nous permettre de faire le point sur la stratégie d'utilisation d'examens radiologiques et sur leur interprétation qui peut parfois être un peu plus difficile. Donc on va commencer par l'énoncé. L'énoncé est assez simple. Vous recevez en consultation Madame F qui a 57 ans et qui a des douleurs au mollet droit qui sont apparues brutalement. Donc des douleurs au mollet apparues brutalement, il n'y a pas 56 diagnostics, il faut penser avant tout à une thrombose veineuse profonde ou à la phlébite. Il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de fébricule, donc les résipèdes, on n'y pense pas du tout. Il n'y a aucun signe pour une autre pathologie. Donc vraiment penser à la phlébite, d'autant plus qu'elle revient d'un voyage en avion depuis Sydney. Donc ça veut dire que c'est un temps de vol qui est assez long, donc qui peut favoriser des phlébites. Et à l'examen physique, vous retrouvez vraiment un mollet droit qui est inflammatoire, qui est douloureux et qui est augmenté de volume. Donc c'est vraiment, cliniquement, vous êtes quasiment sûr qu'il y a une phlébite. Vous ne palpez pas de cordon induré, mais c'est assez rare de palper le cordon induré. Vous savez que les veines profondes sont, comme leur nom l'indique, parfois assez profondes, et on a du mal à palper les veines. La pression artérielle est bonne, le pouls est à 113, on y reviendra tout à l'heure, vous voyez qu'il y a une tachycardie, donc attention, gardez dans l'esprit. Encore une fois, pas de fièvre, donc pas de diagnostic différentiel vraiment, donc on est assez sûr de nous. Quel est votre diagnostic? C'est facile, c'est une thrombose veineuse profonde. Donc de quel côté? On reprend l'énoncé du mollet droit, donc droite, qui a l'air d'être a priori sans gravité. Encore une fois, on garde la tachycardie dans un coin de la tête, on va y revenir tout à l'heure. L'externe vous signale qu'il a trouvé le signe de Homans. Est-ce que ce signe est important? Est-ce que vous allez vous fier au signe de Homans? Donc la réponse, on va y répondre tout de suite. Le signe de Homans, c'est un signe qui est vraiment très mauvais, à la fois dans la sensibilité et dans la spécificité. Donc il ne sert pas à grand chose et ça sert à rien de le rechercher cliniquement. Tous les signes qui sont en faveur d'une embolie pulmonaire, d'une thrombose veineuse profonde cliniquement, sont de mauvais signes. En gros, il faut vraiment retenir que le diagnostic est échographique, on va le voir après, et que la suspicion clinique, elle se fait uniquement sur un mollet qui est douloureux, rouge, inflammatoire. Vraiment tous les signes, le Homans, donc la douleur à la dorsiflexion du pied, la perte du ballon du mollet, ce sont des signes classiques qu'on lit dans les bouquins, mais qui n'ont quasiment aucun intérêt aujourd'hui à l'ère moderne et à l'ère radiologique. Sinon, que réalisez-vous comme bilan complémentaire? Donc on a vu, toute phlébite doit avoir une échographie pour confirmer que c'est bien une phlébite. Ça n'est pas une urgence absolue évidemment, mais en tout cas c'est bien de la voir assez rapidement dans la journée ou dans les 2 jours. Donc thrombose veineuse profonde, on l'a vu. Je vous ai mis que c'était un syndrome de la classe économique. Donc effectivement, c'est un syndrome qui a été donc identifié il y a quelques années et qui se fait, la phlébite, après un vol long courrier où les personnes restent principalement assis, sans bouger, boivent souvent de l'alcool, se déshydratent, et à cause de tout ça, une thrombose peut se créer, avec parfois une embolie pulmonaire à l'arrivée à terre, et on a vu des patients qui mouraient en arrivant, en descendant d'un avion après un vol long courrier. Donc la clinique, elle est évidente. Les autres signes cliniques, vraiment, oubliez-les. C'est bien pour montrer aux externes, mais c'est tout. Ça n'a aucun intérêt en pratique clinique. Et le meilleur moyen de poser le diagnostic, c'est vraiment une échographie des membres inférieurs. Donc souvent vous dites que c'est un Doppler des membres inférieurs qu'il faut faire. On va voir maintenant que c'est l'échographie qui est important. Vous savez qu'il y a à la fois échographie et le Doppler. Le Doppler, ça sert à voir s'il y a des vaisseaux, s'il y a un flux vasculaire. Ici, c'est l'échographie, c'est vraiment la visualisation de la veine et du thrombus qui va être importante. Donc c'est pas l'échographie Doppler, c'est uniquement l'échographie qui fera le diagnostic. Voici un des examens réalisés. Donc l'examen est de mauvaise qualité, c'est une échographie. Là-dessus, c'est un peu difficile de conclure. Je vous l'ai mis pour un peu plus pour vous illustrer l'examen qu'on réalise. En pratique, donc c'est une échographie des membres inférieurs, veineuse des membres inférieurs, qui est réalisée avec une coupe, avec une sonde qui est linéaire. Une sonde linéaire, c'est une sonde qui est... En fait, les sondes d'échographie, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est comme ça. Ça, c'est les sondes qui permettent de voir l'abdomen. C'est une sonde qu'on appelle curviligne. Et il y a des sondes linéaires qui sont ce qu'on appelle des barrettes et qui permettent de voir, qui sont à plus haute fréquence et qui permettent de voir plus superficiellement, mais plus de détails en superficialité. Donc ici, on voit plus de détails et c'est vraiment, on veut voir uniquement les veines et les vaisseaux. Chez une patiente qui va être très grosse, voire obèse, on utilisera assez facilement la sonde abdominale
même pour faire une recherche de thrombose veineuse profonde, puisque la sonde superficielle n'arrivera pas à passer suffisamment loin pour voir les vaisseaux. Le principe de cet examen, il est vraiment très simple. N'importe qui pourrait le faire, mais en pratique, il faut quand même avoir un peu d'expérience. C'est vous prenez votre sonde et vous allez suivre les vaisseaux, notamment les veines, les veines profondes, depuis la veine cave inférieure, en bas, jusqu'aux genoux, et même après les genoux, pour voir les veines tibiales antérieures, tibiales postérieures et poplitées, et pour faire le diagnostic. Donc vraiment, vous allez descendre le long de la jambe avec votre sonde, et en fait, le principe, c'est de vérifier si la veine est compressible ou pas. Le signe majeur d'une thrombose veineuse profonde, c'est l'incompressibilité de la veine, qui signe en fait le thrombus. Sur cette imagerie, donc on y revient, on voit ici probablement l'artère qui est ici, ça pourrait être la veine, là j'ai du mal à dire. Ici, une veine, et ici, une autre veine. Et vous voyez qu'elle est beaucoup plus grosse. Très souvent, il y a deux veines qui accompagnent l'artère, pas toujours, mais souvent. Et vous voyez que cette veine-là est beaucoup plus grosse que la veine à côté, et plus grosse également que l'artère. À l'intérieur de cette veine, ça se voit pas très bien puisque c'est très pixelisé sur l'image. On a un matériel qui est hyper échogène. C'est donc probablement le thrombus qu'on voit ici. Donc la veine qui est dilatée avec un thrombus au centre, c'est un très bon signe de phlébite. Si jamais vous voyez ça, vous pouvez dire qu'il y a une phlébite. Le signe le plus sensible cependant, ce que je vous ai dit, c'est l'incompressibilité de la veine. Et en fait, comment ça se passe? On va imaginer que ça c'est la jambe pour la caméra. On va repérer la veine et l'artère et on va appuyer sur la veine. L'artère étant incompressible, elle va rester de ce calibre-là. Et la veine, qui normalement est compressible, elle va passer d'un diamètre comme ça. Donc on aura une veine et une artère. Et on va passer à l'artère toujours comme ça. Et la veine qui va être vraiment toute petite, collabée. Ça c'est normal puisque la veine elle est élastique. Elle va s'écraser sous la pression de la sonde. Si jamais la veine reste toujours aussi grosse, et même si vous ne voyez pas de thrombus à l'intérieur, ça veut dire qu'il y a un thrombus qui n'est pas visible parce qu'il est isoéchogène ou parce qu'on ne le voit pas, mais l'incompressibilité même de la veine permet de dire qu'il y a une thrombose veineuse profonde. Donc ça c'est très important, c'est un examen qui peut être très rapide, si on voit très bien les veines, vraiment il suffit à intervalles fixes de comprimer la veine pour arriver à voir s'il y a un thrombus ou pas. Par contre, lorsque la veine est difficile d'accès, lorsqu'elle est difficilement visible, ça peut être beaucoup plus compliqué. En cas de suspicion d'une thrombose veineuse profonde à droite, on fera les deux jambes, on suivra les veines des deux jambes pour vérifier qu'il n'y a pas de thrombose de l'autre côté. Et comme je vous ai dit, on remontera jusqu'à la veine cave inférieure pour vérifier qu'il n'y a pas de thrombose veineuse proximale. Donc l'échographie, on voit le thrombus qui est donc hyperéchogène, qui est intraluminal, ça c'est très important. Donc encore une fois, je vous ai dit, le Doppler ne sert à rien. En pratique, il sert uniquement si on a du mal à distinguer une artère d'une veine. Parfois, c'est pas toujours facile. Et pour repérer la veine ou l'artère lorsqu'elle est très profonde ou lorsque la patiente est difficilement échogène. Donc dans ce cas-là, on peut utiliser le Doppler. Dans les autres cas, c'est uniquement l'aspect morphologique, donc en échographie, qui suffit. Et donc là, on a donc le diagnostic de thrombose veineuse profonde de la jambe droite qui est posé. Et donc le meilleur signe, c'est l'incompressibilité des veines au passage de la sonde. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Tous les autres signes, vous oubliez. C'est l'incompressibilité qui est le seul signe à rechercher si vous cherchez une thrombose veineuse profonde. Donc les modes Doppler et couleurs n'ont aucun intérêt diagnostique. Ils peuvent être là pour repérer les vaisseaux. Donc votre externe, toujours zélé, vous faire remarquer qu'il y a une tachycardie chez la patiente. Donc effectivement, ça a dû vous faire tilt dès l'énoncé. Tachycardie chez une patiente qui a une thrombose veineuse profonde égale embolie pulmonaire jusqu'à preuve du contraire. Une patiente n'aura pas forcément tous les signes, la dyspnée, la douleur thoracique, etc. La tachycardie est le signe le plus sensible, c'est-à-dire le plus précoce, celui qu'on verra le plus tôt. Alors après, il ne faut pas s'affoler dès qu'on a une tachycardie chez toutes les patientes, puisque nous on reçoit des demandes régulièrement de recherche d'embolie pulmonaire sur une simple tachycardie. C'est un signe d'embolie pulmonaire, mais isolément, tout le monde peut être tachycarde pour d'autres raisons. Donc attention à ça. Mais en tout cas, chez cette patiente qui a une thrombose veineuse profonde prouvée, la tachycardie est un fort élément en faveur d'une embolie pulmonaire. Donc comment pouvez-vous estimer sa probabilité de survenue? Ça, c'est vraiment tout l'enjeu. Il faut comprendre ça dans un dossier d'embolie pulmonaire. C'est l'évaluation du risque et la stratégie
radiologique ou en médecine nucléaire qu'il faut utiliser après. Donc l'estimation de la probabilité du risque, c'est très important. Et en pratique, on a plusieurs scores pour le faire. On a notamment le score de Wells, qui est facile à mettre en application, ou le score de Genève, qui est un peu plus compliqué, mais a priori qui a une meilleure concordance avec l'embolie pulmonaire. Et ce sont des scores qui permettent de savoir si on a une probabilité faible, moyenne ou très haute d'avoir une embolie pulmonaire. En pratique, souvent, le bon sens déjà suffit à savoir si on a une probabilité faible ou forte. Notamment, il y avait une étude qui avait montré que les scores faisaient aussi bien que des experts en embolie pulmonaire, des pneumologues experts en embolie pulmonaire. Mais en tout cas, pour vous, retenez les scores, donc Wells et Genève, on va les voir juste après. Puisque ici, on a une forte suspicion d'embolie pulmonaire puisqu'on a une thrombose veineuse profonde. Donc on va voir tout de suite le score. Le score de Wells, c'est celui-là. Donc vous voyez, antécédent de thrombose veineuse profonde ou d'embolie pulmonaire, c'est plus 1,5. En fait, on a des points qui sont attribués à chaque facteur. Et en fonction de la valeur prédictive de chaque signe, on a une pondération plus ou moins forte de chaque signe en faveur d'une embolie pulmonaire. Donc antécédent de TVP ou EP, la patiente ne l'avait pas, c'était un point. Le rythme cardiaque supérieur à 100, donc la tachycardie, elle est là, donc on a 1,5. Ok. Chirurgie récente ou immobilisation, là on a le voyage en avion, plus de 10 heures a priori, syndrome de la classe économique, on l'a également, donc plus 1,5 points. Je vais effacer ça pour pas vous troubler. Des signes de TVP, donc la thrombose veineuse profonde. Ici, on a même prouvé avec l'échographie qu'il y avait une thrombose veineuse profonde, donc plus 3 points. Vous voyez que ces deux items-là sont très très importants, hein, puisqu'il y a ces 3 points chacun. Et enfin, diagnostic autre moins probable que l'EP. Une patiente par exemple qui a une dyspnée et de la fièvre, on ne pensera pas d'emblée à l'EP, on pensera d'abord à une pneumopathie bactérienne par exemple. Donc c'est vraiment, est-ce qu'il y a un diagnostic autre qui est moins probable que l'EP? Il faut que l'EP soit le seul diagnostic auquel on pense pour avoir les 3 points ici. Les autres éléments, c'est l'hémoptysie, donc les crachats de sang. Ça peut être un stade tardif de l'embolie pulmonaire. Ça signe en fait une nécrose ou un infarctus pulmonaire avec du sang qui va passer dans les bronches et qui va être expectoré. Et enfin le cancer, puisqu'on sait que le cancer c'est un élément qui est prothrombotique, qui favorise la formation de caillots. Donc tout patient cancéreux, on doit garder en tête qu'il peut peut-être faire une thrombose veineuse profonde à un moment ou à un autre. Les probabilités cliniques, donc c'est ça qui nous intéresse finalement. Est-ce que c'est faible, 0,1, moyen, 2,6, ou forte, supérieure ou égale à 7? Ici on est très clairement supérieur ou égal à 7. Je crois qu'on est à 9, 3, 6, 9 effectivement. Donc on a une probabilité très forte d'embolie pulmonaire dans ce cas-là. Donc la stratégie et les examens complémentaires qui vont être réalisés vont être vraiment différents en fonction de la probabilité clinique qu'on va calculer a priori. Donc c'est une étape essentielle dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire. Il ne faut pas envoyer tout de suite le patient en angioscan ou en scintigraphie pulmonaire. Il faut d'abord faire ce score, savoir dans quel cas on est, afin d'adapter ces examens complémentaires. C'est très important. Donc l'externe affolé vous conseille de faire le dosage des dédimères et de réaliser une scintigraphie en urgence pour confirmer votre diagnostic. Qu'en pensez-vous et quel est aujourd'hui le meilleur examen complémentaire pour confirmer un diagnostic d'embolie pulmonaire? Donc ça c'est vraiment une question qui est importante puisque l'embolie pulmonaire c'est un diagnostic qui est difficile à faire. Cliniquement on a peu de signes qui sont spécifiques. Vous voyez qu'on sait de score pour évaluer une probabilité, mais c'est pas comme d'autres pathologies où on peut dire c'est sûr que c'est ça. Là cliniquement on a une probabilité, on pense que ça peut être ça, mais dans beaucoup de cas quand même on a tort, notamment dans les probabilités faibles, où on retrouve rarement une embolie pulmonaire. Donc le dosage des dédimères, ça souvent vous savez bien, il ne doit se faire qu'en cas de probabilité faible ou moyenne d'ailleurs, et n'a de valeur que négative. Donc c'est vraiment ça qui est important. Vous savez que les dédimères, lorsqu'on les fait chez une personne qui a été alitée récemment, chez une personne qui est âgée, plus de 80 ans, chez une personne qui a eu une chirurgie récente, ou chez un patient qui a un cancer par exemple, les dédimères seront quasiment toujours élevés. Après on peut les faire pour éliminer le diagnostic. Si les dédimères reviennent négatifs, on éliminera le diagnostic d'embolie pulmonaire. Mais en tout cas, les dédimères positifs ne posent pas le diagnostic d'embolie pulmonaire. C'est un élément en plus, mais il y a de très nombreux cas où les dédimères vont être élevés sans que cela signe une embolie pulmonaire ou un processus thrombotique. Donc attention aux dédimères, vraiment il faut les faire que dans une probabilité faible ou moyenne. Une probabilité forte comme ici doit vraiment vous faire tilt. Attention à ne pas faire de dédimères dans ce cas.
la présence d'une thrombose veineuse profonde confirmée à l'échographie, c'est ce qu'on a vu, plus la tachycardie, et donc le score de Wells qui est très élevé, suffit à poser le diagnostic d'embolie pulmonaire. Là, vous voyez, on n'a pas besoin de faire d'examen, la scintigraphie n'aura aucun intérêt, puisque le simple fait qu'on ait une suspicion forte d'embolie pulmonaire avec une thrombose veineuse profonde prouvée à l'échographie fait poser le diagnostic d'embolie pulmonaire. Donc ça peut en choquer certains, puisqu'on ne verra pas les poumons, on ne fera pas d'angioscan, on ne fera pas de scintigraphie pulmonaire, on pourra s'arrêter là et on pourra dire c'est bon, il a une embolie pulmonaire, je le traite. Pourquoi ? Parce que la probabilité d'avoir l'embolie pulmonaire est suffisamment forte pour se dire qu'il n'y a pas que le thrombus des membres inférieurs, et que celui-ci a probablement migré et est allé emboliser dans les artères pulmonaires. Donc aucun examen complémentaire n'est ici nécessaire. Et ça c'est également très important, ça ne servira à rien de demander un angioscanner, pour ça, le diagnostic est déjà fait. Le gold standard actuellement, c'est vraiment l'angioscanner spiralé. Donc c'est un scanner thoracique qui va vraiment du haut jusqu'en bas, où en fait on va injecter le patient et on va mettre un traceur dans le tronc de l'aorte pour commencer à acquérir les images au moment où le sang arrive, où le produit de contraste arrive dans l'aorte. Et quand on commence à faire l'acquisition à ce moment-là, on va avoir des artères pulmonaires qui vont être très bien rehaussées et le diagnostic d'embolie pulmonaire va être facile à faire. Sur un scanner de nouvelle génération, 64 barrettes ou 128 barrettes, on peut voir les artères pulmonaires, en proximal bien sûr, mais également très distalement, et on peut voir des artères pulmonaires sous-segmentaires. Donc vraiment, c'est un examen qui est très intéressant puisqu'on peut voir des embolies très distales qu'on ne voyait pas avant. Classiquement, vous voyez que l'angioscanner spiralé est mauvais pour les embolies qui sont distales. Aujourd'hui, c'est vraiment plus le cas. On est même performant pour les embolies distales, donc c'est vraiment l'angioscanner qui doit être le gold standard. Dans de vieux bouquins, vous verrez toujours l'angiographie comme le gold standard, c'est vraiment plus ça qui est le gold standard actuellement. La scintigraphie, elle, est très sensible, mais un peu moins spécifique, et on va être gêné dès qu'il y aura une pathologie pulmonaire sous-jacente. Une BPCO par exemple va empêcher de bien analyser le parenchyme pulmonaire et va faire douter du diagnostic d'embolie ou pas. La scintigraphie pulmonaire aura une valeur plutôt mixte. On l'utilisera en cas de contre-indication à l'injection d'iode ou en cas de grossesse par exemple. Encore que l'angioscanner apparaît même peut-être moins irradiant que la scintigraphie pour la femme et pour le fœtus. Donc les examens complémentaires qu'on a fait, on a fait d'abord une radiographie pulmonaire de face. Donc celle-ci n'est pas de très bonne qualité. Vous voyez que la symétrie est plutôt approximative. Normalement, les clavicules doivent être vraiment symétriques par rapport aux épineuses. En ce qui concerne la pénétration des rayons, elle n'est pas non plus très bonne, puisqu'on devrait voir normalement des vertèbres suffisamment loin pour se voir derrière le cœur. Et on voit également qu'elle n'est pas très inspirée, puisque les côtes, les arcs antérieurs de côte qui sont ici, on en compte moins de 6. Donc normalement, il faut en compter plus de 6 pour voir que c'est bien inspiré. Donc c'est une radio qui n'est pas de très bonne qualité. On ne va pas pouvoir l'interpréter de façon correcte. Mais en tout cas, on peut voir qu'il n'y a pas de foyer pulmonaire évident. On n'a pas de condensation pulmonaire évidente. Par contre, ce qu'on veut voir, c'est ça. C'est une élévation de la coupole. Vous voyez que cette coupole-là est beaucoup plus élevée que cette coupole-là, puisqu'on a un différentiel. On a quand même tout ça de différence entre les deux. Alors, les coupoles ne sont pas toujours au même endroit, au même niveau, mais souvent elles sont à peu près au même niveau. Donc on n'a pas une forte différence de taille entre la coupole droite et la coupole gauche. Ici on a vraiment une forte distance entre les deux. Donc c'est plutôt... Là on est quasiment sûr qu'il y a une surélévation de la coupole droite. Un des signes qu'on peut rechercher, c'est des signes d'infarctus pulmonaire. On verra des opacités triangulaires à base pleurale, qui seront comme ça, qui seront condensées, et qui signent l'infarctus pulmonaire. Donc c'est beaucoup plus rare, et c'est difficile à voir sur la radio. On pourrait voir également en cas d'embolie pulmonaire un épanchement pleural, mais très souvent, vous savez, dans une radiographie d'embolie pulmonaire, elle est totalement normale. Donc, attention, c'est un mauvais examen pour le diagnostic d'embolie pulmonaire. On ne verra pas l'embolie pulmonaire. Elle sert uniquement à éliminer un diagnostic différentiel évident, comme un épanchement pleural massif qui arriverait jusqu'ici, ou un foyer infectieux qui ferait l'ensemble d'un segment. Alors.
Ceci, c'est une scintigraphie pulmonaire. Donc je vous montre ça puisque vous avez souvent moins l'habitude de voir ces examens de médecine nucléaire que les examens de radiologie. Aujourd'hui, on fait toujours une ventilation. Donc la ventilation, c'est on fait respirer au patient un produit qui est marqué radioactivement. Et on va comme ça, le produit va se fixer sur les poumons. En fait, va être ventilé. Et on va voir l'état de la ventilation des poumons, à la fois droite et gauche. Pour la perfusion, c'est une séquence qui se fait après la ventilation. On va injecter un produit de contraste radioactif, mais qui va être plus marqué. Donc comme ça va écraser un petit peu la ventilation. On va se soustraire à la ventilation en fait. Et on va ainsi voir comment se déroule la perfusion du poumon. Donc comment le marqueur radioactif va être distribué par les artères pulmonaires dans le poumon. Ici, c'est vraiment la distribution par les bronches, par la respiration. Ici, c'est vraiment la distribution par la perfusion, donc par les artères pulmonaires du produit de contraste. Enfin, pardon, pas du produit de contraste, du produit radioactif. Les images, en tout cas, sont les mêmes. On va avoir une face antérieure ici, la face postérieure. Et après, c'est un petit peu compliqué, en fait. On va tourner la caméra dans différentes positions pour être en oblique antérieur droit, oblique postérieur droit, profil droit, oblique antérieur gauche, postérieur gauche et profil gauche. Ça, ne le retenez pas. En pratique, pour interpréter ce genre d'examen, on a des petits tableaux qui permettent de savoir quel segment on observe. Et on peut comme ça se repérer plus facilement. C'est plus difficile de savoir dans quel lobe se déroule, par exemple, cette petite anomalie ou ça. Donc on a vraiment des tables qui nous permettent de savoir où on se situe. Quoi qu'il en soit, vous voyez ici que la ventilation est plutôt bien. Il n'y a pas de gros problèmes de ventilation. On va pouvoir analyser la perfusion. Ce qui est important, c'est d'analyser la perfusion par rapport à la ventilation. Sur la perfusion, c'est toujours pareil, face antérieure, face postérieure, etc. Et en fait, on va rechercher ce qu'on appelle des défects de perfusion par rapport à la ventilation. C'est comme si vous superposez la perfusion sur la ventilation et vous allez regarder des zones qui sont perfusées mais non ventilées. C'est ce qu'on appelle un défect et c'est probablement une embolie pulmonaire. Ici, vous voyez qu'on a de multiples défects. Donc en fait, par exemple, ici on a une encoche. Si on se réfère ici, il n'y a pas d'encoche. Ici, on a également des petites encoches en haut, alors que là, le dôme est bien ventilé. Ici également, vous voyez qu'on a une belle encoche ici, alors que là, c'est bien ventilé, etc. Là encore. Donc, vous voyez que toutes ces zones, en fait, sont ventilées, mais non perfusées. Ça veut dire qu'il y a une artère pulmonaire qui est bouchée à quelque part, soit segmentaire, soit sous-segmentaire. Et ces défects sont bien systématisés. Donc on va pouvoir déterminer le lieu de l'embolie pulmonaire. Donc c'est un examen qui est intéressant, mais qui a ses limites. Mais il a quand même sa place encore dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire. Donc la radiographie pulmonaire, on l'a vu, il y avait une surélévation des coupoles diaphragmatiques. Donc c'était la coupole, hein, pas couple. Prédominant à droite, bien sûr. Et un élargissement modéré du cœur droit. Ça, la radiographie étant de très mauvaise qualité, on ne va pas se mouiller pour analyser la taille du cœur. Donc je vous ai mis ça, mais c'est a posteriori. Donc on n'aurait pas mis ça sur le diagnostic initial. La scintigraphie pulmonaire de ventilation et perfusion, on voit que la ventilation est normale, il faut le mentionner. Et on voit qu'il y a de multiples défects, donc ça c'est le mot-clé encore une fois, défects, qui sont systématisés. Ça aussi c'est un mot-clé puisque c'est la systématisation artérielle permet de savoir dans quel domaine, dans quel endroit se situe l'embolie. Donc c'est important de dire le mot-clé systématisé, bilatéraux en perfusion. Et donc ces deux examens sont en faveur de l'embolie pulmonaire. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que le diagnostic était déjà posé, donc ils ne servent pas à grand chose. Mais en tout cas, c'est ce qu'on pourrait voir en cas d'embolie pulmonaire. La patiente, question 6, subit un nouvel examen. Donc là, vous attendez tous l'angioscan. Donc on a de la chance, on a l'angioscanner. Donc l'angioscanner, encore une fois, c'est un scanner. Donc on a des coupes qui sont axiales ici. On voit que le produit de contraste est très bien dans l'artère hépatique, dans l'artère pulmonaire, excusez-moi. Ici, on a l'artère pulmonaire droite. Ici, on a l'artère pulmonaire gauche. On voit que l'aorte qui est là n'est pas très bien contrastée. Il n'y a pas beaucoup de produits de contraste. Et en fait, toute cette zone-là, c'est la veine cave supérieure qui est pleine de produits de contraste puisque c'est l'injection qui fait ça. Qu'est-ce qu'on a à voir sur ce scanner? On va rechercher en fait, ça va être très simple. On va suivre, j'efface pour qu'on voit un peu mieux. C'est assez simple, un angioscanner pulmonaire encore une fois. On va suivre les vaisseaux, donc les artères pulmonaires qui nous intéressent, et
on va s'assurer qu'ils sont bien rehaussés de manière homogène. Il faut que ce soit toujours de cette couleur-là, un peu grisé, normalement rehaussé par les produits de contraste. Donc on suit, et dès qu'on arrive à une zone comme ça, vous voyez qu'ici, on a une zone qui est hypodense, on peut dire que c'est un thrombus. Ici, vous voyez, on a une zone qui est vraiment hypodense. Il s'agit d'un thrombus qui est dans l'artère pulmonaire gauche de manière proximale. Si on regarde de l'autre côté, tout ça, c'est l'artère pulmonaire droite. Ce sont des segmentaires de l'artère pulmonaire droite. Et on voit également un aspect qu'on appelle en cible, avec une hypodensité au milieu. C'est ce qu'on voit ici. Alors qu'autour, on voit que le produit de contraste est passé. Vous voyez qu'en périphérie, on a du blanc, donc c'est le produit de contraste. Et au centre, on a donc le thrombus qui est visible. On le voit peut-être un peu mieux cet aspect en cible sur cette artère pulmonaire ici. Là, on est encore une fois sur une artère pulmonaire qui est segmentaire. On voit qu'il y a du produit de contraste en périphérie, c'est ce qui est blanc. Et vraiment au centre, c'est le thrombus qui est ici, et donc qui est au centre de l'artère pulmonaire. Donc ça, ce sont des signes qui sont évidents, qui sont faciles à voir. Le seul problème, c'est d'avoir un examen qui est de bonne qualité. Parfois, l'injection se fait trop tard ou trop tôt, le patient respire. Donc on ne voit pas toujours très bien les artères pulmonaires justement distales. Mais quand un examen est bien fait, on peut arriver très bien à voir les artères pulmonaires proximales, les troncs segmentaires et les troncs sous-segmentaires. Après, la seule difficulté est de connaître son anatomie pour savoir dans quel territoire artériel se situe l'anomalie. Mais à part ça, c'est pas très compliqué d'un point de vue détection. Un petit élément qui était un peu plus compliqué, que vous n'avez peut-être pas besoin de savoir mais qui est intéressant, c'est la taille du cœur. Vous voyez que le cœur est globalement de taille normale, mais ici on a un ventricule gauche qui est là, et là vous avez le ventricule droit, et vous voyez que le ventricule droit ici est beaucoup plus large que le ventricule gauche, ce qui n'est pas normal, ça devrait être l'inverse. Un ventricule gauche, vous savez, c'est très musculaire, il y a de gros muscles, et c'est vraiment la chambre de chasse où il va y avoir un volume le plus élevé. Donc le fait que le ventricule droit soit plus grand que le ventricule gauche, ça incite à penser qu'il y a une insuffisance cardiaque droite, avec une dilatation cardiaque droite, qui est liée à l'embolie pulmonaire. C'est ce qu'on appelle un cœur pulmonaire aigu, et donc c'est une complication de l'embolie pulmonaire. Un petit élément sémiologique aussi, mais que vous pouvez ne pas retenir, c'est la présence de produits de contraste dans les veines sus-hépatiques. Vous voyez qu'ici on est sur le foie, là on est sur la rate, ici on a l'estomac, et là ce que vous voyez ici qui est rehaussé, ce sont les veines sus-hépatiques, ou les veines hépatiques, et il n'est pas normal qu'elles soient déjà opacifiées alors qu'on a un temps artériel très, très précoce. En fait, il s'agit d'un reflux du sang depuis le cœur de manière rétrograde vers le foie, et ça signe également une insuffisance cardiaque droite qui n'arrive plus à pomper le cœur depuis les organes périphériques qui régurgitent. Donc ça, oubliez-le. Retenez vraiment uniquement le fait qu'on peut détecter des thrombus visibles dans l'artère avec des images en cocarde ou en cible qui correspondent encore une fois à des défects endovasculaires. Encore une fois, ce qui est important, c'est de dire défect et segmentaire ou systématisé. C'est vraiment ça qui est important. Dès qu'on a un territoire artériel, il faut utiliser le terme systématisé. Donc la dilatation du cœur droit est en rapport avec un cœur pulmonaire aigu droit, et le reflux de produits de contraste, oubliez-le, là je vous l'ai mentionné parce que c'était très, très visible, mais ne le retenez pas, ne cherchez pas. En tout cas, tout ça signe une insuffisance cardiaque droite qui complique une embolie pulmonaire sévère. Donc ça c'est important puisque la prise en charge va être différente si l'embolie pulmonaire est sévère ou non. Voilà, c'est la fin de ce cas. Donc on a vu un petit peu les différents examens qui permettent d'arriver au diagnostic d'embolie pulmonaire. On a vu que c'était très important également de faire des probabilités cliniques avec le score de Wells ou de Genève afin d'adapter notre stratégie thérapeutique et ainsi d'avoir le meilleur examen au meilleur moment pour le patient. Encore une fois, en cas de suspicion forte d'embolie pulmonaire et de thrombus visible sur une échographie des membres inférieurs, le diagnostic sera déjà posé d'embolie pulmonaire.